Aujourd'hui, on reçoit Pierre, du coup, de chez Active Trade, qui va nous parler de broker, comment ça fonctionne. C'est toujours un petit peu compliqué quand on débute de savoir comment fonctionne un broker, comment fonctionne un courtier, les éléments de régulation, qu'est-ce qu'un CFD, la différence entre un CFD calqué sur un futur et un CFD classique. Enfin, plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pierre se ferait un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, si vous avez des questions sur le courtier en général, les services que peut proposer un courtier également. Ça va être le sujet de la vidéo. C'est vrai qu'on parle tout le temps de méthodologie de trading, de gestion du risque, d'indicateurs, de lecture des volumes, de plein de choses. Mais avant de faire ça, avant de mettre en application tout ça, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse nous transmettre les flux, qui puisse nous transmettre une plateforme, éventuellement des services pour pouvoir acheter quel que soit l'actif. Donc c'est essentiel dans la vie d'un investisseur ou d'un trader. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé judicieux et important de parler aussi de qu'est-ce qu'un courtier, quels sont les services et quelles sont les régulations. Tout ça, c'est toujours un petit peu flou quand on débute ou même quand on est un petit peu avancé. Donc voilà. On va laisser Pierre se présenter et puis faire une présentation d'Active Trade, de ce qu'est un courtier, tout ce qu'on a dit juste avant. Et puis voilà. Vas-y Pierre, c'est bon. Alors bonjour à tous et merci à DM Trading pour cette invitation. C'est le premier webinaire que nous faisons ensemble. J'espère pas le dernier d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, je suis très content d'être là. D'autant plus qu'aujourd'hui on aborde un sujet vraiment qui, comme tu le disais justement à l'instant, hein, c'est quelque chose de très important qui nous concerne tous, enfin qui concerne tous les investisseurs en tout cas. On fait souvent la part belle aux nouvelles méthodes de trading, aux indicateurs, comme tu le disais. C'est vrai que le choix du courtier reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors évidemment, ça va toujours un peu plus loin que les conditions de courtage, les spreads, les swaps, etc. On parle d'exécution, on parle de comment les choses fonctionnent en fait du côté broker, la sécurité des fonds, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui sont quand même assez cruciales pour l'ensemble des investisseurs en fait, hein, puisque finalement votre performance en trading, elle va aussi dépendre du confort que vous avez avec votre broker, des services que votre broker va vous offrir. C'est quand même important d'avoir un broker qui vous ressemble, chez lequel vous vous retrouvez. C'est un petit peu comme choisir une banque au final, hein. Donc c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui. Alors pour l'introduction, pour la présentation plutôt, donc moi c'est Pierre Verret, je suis responsable des marchés francophones chez Active Trades. Donc voilà, je m'occupe, comme je viens de le dire, toute la partie francophone, donc la gestion des clients en France métropolitaine, mais pas que. Partout ça parle français, Suisse, Luxembourg, Belgique, Afrique de l'Ouest, etc. Donc voilà, ça c'est pour mon job, entre guillemets, mon titre. Et Active Trades en tant que courtier, alors bon, je vais faire peut-être une synthèse un peu rapide, hein, une petite introduction. Donc, nous sommes un broker CFD. Nous avons été fondés en 2001, à l'époque en Suisse italienne pour être précis. On a déménagé le siège social à Londres dans le cours de l'année 2004 pour obtenir justement la régulation FCA, qui on va revenir justement sur l'impact des régulations pour les brokers, ce que ça signifie, etc. Donc, on a déménagé le siège, je disais, à Londres en 2004 pour obtenir la régulation FCA, qui est une des régulations les plus strictes au monde en matière de trading. Et puis, donc à l'époque, on était essentiellement un broker futur, pas du tout CFD, vraiment futur. Nous travaillions notamment avec la plateforme Ninja Trader pour ceux à qui ça parle. Et puis, en 2010, il y a eu l'avènement un petit peu pour les plus anciens d'entre vous, il y a eu l'avènement un petit peu des produits CFD qui se sont démocratisés de manière vraiment significative chez les particuliers comme plus chez les particuliers que chez les professionnels, même si certains professionnels aussi utilisent certains CFD pour diversifier un petit peu leurs expositions. Donc ça, on a négocié un petit peu ce virage des CFD en 2010, comme je le disais. Et puis depuis, en fait, on a poursuivi une politique d'expansion à la fois géographique, c'est-à-dire qu'on a ouvert des bureaux un petit peu partout dans le monde en fait pour continuer à servir une clientèle internationale. Donc il y a eu Sofia en Bulgarie. Alors Sofia, c'est plus là où on va garder
j'allais dire plus le back office avec les départements risques, certains départements marketing, etc. On a Londres, on a Milan, on a Bahamas et on a les bureaux à Florianopolis au Brésil qui nous permettent de servir justement la clientèle sud-américaine. Et puis plus récemment, nous avons ouvert 2 bureaux en Europe avec le Luxembourg et Lisbonne. Alors initialement, justement, cette initiative était pour justement pallier aux effets du Brexit, qui, comme vous le savez, nous sommes un broker anglais, le siège social, je viens de le dire, est à Londres, et depuis le Brexit, on a dû ouvrir justement des branches, plusieurs branches, donc sur le sol européen pour continuer à servir notre clientèle européenne qui reste à ce jour notre plus gros marché. Le Luxembourg concentre un petit peu les activités, j'allais dire professionnelles, institutionnelles, les clientèles institutionnelles, donc les sociétés de gestion, les family office, les fonds, etc. Et puis on a Lisbonne qui nous permet également de servir toute une clientèle de particuliers européens. À cela, donc j'ai parlé d'expansion géographique avec ces fameux bureaux, mais aussi une expansion de services. On est toujours dans une logique justement d'étendre, de proposer toujours un catalogue de services de plus en plus fourni. Alors on parle d'introduction de nouveaux produits, évidemment. On essaye autant que faire se peut d'étendre notre catalogue de CFD sur un ensemble de classes d'actifs, actions, matières premières, forex, indices et obligations. Mais également d'autres services. On a plusieurs programmes. Je peux pas tous, je vais pas rentrer tout dans le détail de tous ces programmes maintenant, puisqu'en fait il y a des programmes qui sont inhérents à certaines branches que je peux pas discuter sur le sol européen, etc. Et puis en plus, je veux pas non plus faire une introduction extrêmement longue. Mais voilà, c'est vrai que depuis en gros 2010, là nous sommes en 2023, ça fait quoi? Ça fait 13 ans que nous sommes dans les CFD maintenant. Il y a un engouement qui est toujours présent et toujours, j'allais dire, en croissance pour les CFD, puisque les CFD, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans ce webinaire, proposent quand même, c'est un produit qui a des caractéristiques qui propose justement une certaine flexibilité à toute une quantité d'investisseurs. Donc voilà, aujourd'hui, si je devais résumer, Active Trade, c'est un broker multi-asset, donc présent sur toutes les classes d'actifs, comme je viens de le citer, et qui sert une clientèle de particuliers comme de professionnels répartis dans le monde entier. Voilà, à peu près pour faire court. Super. On pourra parler peut-être des régulations. On a une question du vice. Et bon, on pourrait le faire avec Vincent, mais vu que vous êtes un courtier CFD, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un CFD et quelle est votre spécificité chez vous, Active Trade, au niveau des CFD? Alors absolument. Un CFD, alors le CFD, c'est pas comment dirais-je? C'est pas un produit en tant que tel, je vais nuancer mon propos, c'est plus un véhicule d'investissement. C'est-à-dire que c'est une façon d'investir sur un actif. Le CFD, c'est justement, je pense que, je ne sais pas si on a beaucoup de traders CFD avec nous aujourd'hui, mais on parle souvent de produits sous-jacents du CFD. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, un CFD sur CAC 40 futur, c'est un contrat synthétique donc du broker, qui est le produit CFD, indexé sur un produit existant, qui est le futur CAC 40, qui lui est, comme vous le savez, un produit centralisé, qui est le même pour tous, avec des cotations valides pour tous, centralisées donc. Alors, c'est le cas pour le CAC 40, puisqu'on est sur des marchés centralisés, c'est moins le cas pour les marchés OTC, comme le sont le Forex, où là, effectivement, on n'est pas sur des marchés, entre guillemets, régulés, même si j'aime pas employer ce terme-là, même si ça reste vrai finalement. Chaque banque cote un petit peu son propre prix. Donc, pour revenir un petit peu à la structure du CFD, le CFD, c'est un contrat qui est émis par un broker. D'accord? Donc, le CFD d'Active Trade, c'est le CFD d'Active Trade, c'est pas le CFD de... Voilà, je sais pas, je vais pas citer énormément de noms, mais c'est pas le CFD de concurrents comme Saxo Bank ou IG, ou etc. Chaque broker crée son CFD, donc c'est un contrat synthétique qui est indexé sur un produit existant. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, du coup, quel est l'avantage finalement? Peut-être que je devance un petit peu la question, mais quel est l'avantage, la particularité justement d'investir sur un CFD plutôt que sur un produit, sur le produit directement? Pourquoi investir sur un FUT CAC 40 sur un CFD sur FUT CAC 40 plutôt que sur le FUT CAC 40 directement? Le CFD vous permet, donc je vais revenir sur les notions de base. CFD, c'est un acronyme pour Contract for Difference, qui signifie littéralement contrat pour la différence. En gros, ça a l'air un petit peu nébuleux comme ça, mais je vais vous expliquer. C'est un contrat qui vous permet
non pas d'acheter le produit en question, mais plutôt de jouer sur la variation de prix. C'est une notion importante, puisque quand vous achetez un futur CAC 40 avec votre banque ou une action Apple via votre compte titre ou autre, vous êtes propriétaire de l'action. C'est-à-dire que vous avez un titre, vous allez voter aux assemblées générales, voilà, vous êtes propriétaire d'une fraction de l'entreprise que vous achetez. Avec le CFD, c'est pas du tout pareil. Le CFD vous donne juste le droit de jouer sur la variation de prix de l'actif. Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire de cet actif-là. Vous achetez juste donc le droit de jouer sur la variation de prix, ce qui fait que vous pouvez justement acheter, jouer à la variation de prix à la hausse comme à la baisse. Et étant donné que vous n'êtes pas propriétaire de l'actif que vous achetez, il est évident qu'on ne va pas vous demander l'intégralité de l'investissement financier qu'il faudrait mettre si vous achetez justement le produit en question. C'est là qu'intervient justement les effets de levier. Voilà. Donc, le CFD vous propose justement donc cette flexibilité déjà dans les directions. Vous pouvez shorter comme vous voulez, vous pouvez acheter comme vous voulez, vous pouvez rentrer, sortir du marché quand vous voulez également. Et voilà. Et justement, et en plus de ça, ça vous permet justement de bénéficier d'effets de levier. Alors l'effet de levier, là aussi, j'ai envie de, c'est quand même un chapitre à part. Hein, je pense que parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'effet de levier sur Internet, donc je pense que ce serait bien qu'on revienne un petit peu dessus, étant donné qu'énormément de brokers CFD proposent justement des produits à effet de levier. Et à mon sens, l'effet de levier, on tire à boulet rouge sur l'effet de levier, alors que c'est un faux problème. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc l'effet de levier, c'est un mécanisme qui vous permet justement d'investir pour plus que ce que vous avez réellement, c'est-à-dire qui vous offre plus de pouvoir d'achat, plus de pouvoir plutôt de trading, puisque j'ai pas envie que on fasse la confusion entre pouvoir d'achat et acheter ou shorter un actif. Donc voilà, c'est un petit peu les caractéristiques du CFD. C'est un produit qui effectivement propose énormément de flexibilité pour les investisseurs particuliers comme professionnels, puisque moi-même je peux vous en témoigner. Hein, on travaille pas mal avec d'asset managers, de sociétés de gestion qui utilisent les CFD. Alors évidemment, ils vont pas rediriger 100% de leur exposition sur les CFD, mais qu'ils vont utiliser les CFD comme collatéral de leur activité de trading sur des produits, j'allais dire physiques, enfin sur des produits réels plutôt. Donc voilà, ça vous offre cette flexibilité que vous offrent pas les produits, j'allais dire, plus traditionnels, avec le compte titre de votre banque, etc. Voilà. Ouais, si je peux rajouter un petit truc aussi, sur les contrats futurs, quand on a un compte contrat futur, faut faire attention quand on est débutant, parce qu'on peut aussi, si on joue trop avec le levier, se retrouver avec un compte négatif sur les contrats futurs. Et moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais je connais quelqu'un qui s'est retrouvé avec un compte en négatif sur les contrats futurs et qui a dû payer la différence en fait pour se remettre dans le vert sur son compte. Et ça, avec les CFD, vu qu'il y a quand même des stops qui sont bien exécutés parce qu'il n'y a pas cette histoire de liquidité quand même, eh bien on peut, voilà, quand on est débutant déjà, on peut pas, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on peut pas perdre plus qu'on a sur le compte de son broker CFD. Alors effectivement, là en plus j'aime bien parce qu'on comment dirais-je, on aborde le sujet un petit peu de la sécurité. Ouais. En plus, je vais en profiter également. Je vois qu'il y a une question dans le chat sur le fait que ça soit un faux marché. C'est une question intéressante que Ulysse nous pose, puisque je viens de mettre en exergue le fait que le CFD est un produit synthétique d'un broker. Donc la question se pose effectivement de savoir si c'est un faux ou un vrai marché. Je vais commencer par là et puis j'enchaîne ensuite avec justement les protections que proposent les CFD dont on parlait justement à l'instant. Alors, c'est un faux marché, oui et non. Je comprends pourquoi vous dites ça, Ulysse, c'est parce que justement, comme je viens de le dire, le CFD, c'est un contrat émis par le broker, c'est pas un contrat qui est négocié qui est émis par, je sais pas moi, la Bourse de Paris ou la bourse de le CBOE à Chicago, etc. Mais par contre, c'est un vrai marché puisque le CFD, et comme je le disais, est indexé sur un sous-jacent et doit répliquer exactement ce qui se passe sur le sous-jacent. À tel point que moi, par exemple, chez Active Trades, alors je ne vais pas parler des autres courtiers, mais je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais chez Active Trades, en tout cas, si vous achetez un CFD CAC 40, futur CAC 40, qui est un contrat centralisé encore une fois,
et que vous avez un problème sur un trade, que ce soit sur une sortie, un stop mal exécuté ou que vous avez des doutes sur une cotation, etc. Là, nous, on va regarder. Enfin, moi, je vais ouvrir mon terminal Bloomberg et on va vérifier les cotations qui ont bien eu lieu, parce que ça peut arriver que des fois il y ait des mauvaises cotations, qu'il y ait des mauvais ticks, pas du côté broker, mais même du côté des exchanges directement. Et là, effectivement, on fait ce qu'on appelle des audits de trade à chaque fois qu'il y a un problème sur un trade en particulier, et on prend les cotations officielles, justement, donc que vous pouvez retrouver sur Bloomberg ou autre, vu qu'on parle de marché centralisé. Donc, il n'y a pas cet aspect, j'allais dire, opaque, c'est un faux marché, le broker fait ce qu'il veut. Non, non. Il y a des règles à respecter. On ne peut pas coter nos propres prix. Si le CAC est coté je sais pas moi, à 7000 points, on ne peut pas le coter à 6005 dans la nuit, c'est pas possible. Et d'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre, vous reconnaissez le sérieux d'un broker CFD à justement ses horaires de cotation. Un broker CFD qui cote la nuit, par exemple, c'est pas bon signe, généralement. Parce que, voilà, effectivement, j'imagine qu'Ulysse a cette question parce qu'il y a des brokers qui sont moins sérieux et qui ont des cotations. Absolument. Absolument, mais c'est normal. Et encore une fois, on est là justement, ce webinaire, c'est pour ça que je suis super content d'être là, parce que ça nous permet de clarifier tout un tas de choses. Je parlais d'effets de levier, on parlait des CFD, et c'est normal. Je vais revenir sur la question justement des protections juste après, mais je fais vraiment une digression là-dessus parce que je pense que c'est important. Les CFD ont une mauvaise réputation depuis plusieurs années maintenant. Ça avait commencé à l'époque, au début des années 2010, avec notamment tous les acteurs qu'on avait eu du côté de la scène israélienne, chypriote, etc. Ça a beaucoup changé maintenant. Les régulations à Chypre ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore quelques années. On avait affaire à des acteurs peu scrupuleux, des brokers peu scrupuleux qui vous offraient des bonus à tire-larigot. On parlait de chasse au stop, on parlait de brokers qui cotaient les prix qu'ils voulaient, etc. Nous, chez Active Trades, encore une fois, je ne vais pas parler des autres, mais chez Active Trades, on ne cote pas la nuit, on ne cote pas en dehors des horaires de marché, sur les marchés centralisés en tout cas. Effectivement, le Forex, ça cote la nuit, ça c'est normal. Mais voilà, on suit les horaires de cotation officielle, on suit les cotations officielles. Des erreurs, on n'en fait quasiment jamais, mais ça nous arrive, et lorsqu'on en fait, on les répare systématiquement, voilà, avec preuve à l'appui. On essaie d'être le plus transparent possible, justement. Moi, quand j'ai des demandes d'audit de trade, alors la plupart du temps, je vais pas vous mentir, c'est des gens qui connaissent un petit peu mal les mécanismes de spread, de swap, de rollover, de choses comme ça, qui sont des choses quand même assez techniques aussi à appréhender, c'est normal aussi. Mais parfois, ça peut arriver que voilà, on reçoive un mauvais tick de l'exchange et que voilà, la personne soit dans le vrai, qu'on ait coté un prix déraisonnable, qu'il y a un stop qui a été mal exécuté. Ça peut arriver et on le corrige systématiquement, on corrige les trades, voilà, on le fait de manière, et on le fait pas de manière, on vous a corrigé le trade comme ça, non, on fournit des captures d'écran du terminal Bloomberg, on explique aux clients ce qui s'est passé, enfin voilà, on est bien au courant de la réputation que se traînent les CFD depuis quelques années. Voilà, on parle souvent que plus de 90% des gens perdent leur argent sur les CFD à cause notamment de l'effet de levier, de l'opacité de certains produits, etc. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour essayer justement de rétablir une certaine vérité. Je suis pas en train de vous dire que le CFD c'est un produit adapté à tous les traders, loin s'en faut. Bien sûr que non. L'effet de levier, c'est pas quelque chose qui est adapté à tout le monde. C'est un outil formidable, par exemple, mais qui doit être placé dans les bonnes mains, parce que c'est une épée à double tranchant, encore une fois. Alors, on aura le temps de reparler de tout ça juste après, j'imagine, et je vous encourage à continuer à poser vos questions. Je vais revenir un petit peu sur la partie sécurité qui a été mentionnée juste avant. Alors, c'est vrai que chez les brokers CFD qui ont des régulations sérieuses, régulation sérieuse, je parle pas de régulation exotique au Vanuatu ou je ne sais où, je parle de régulation AMF, je parle de FCA, je parle de régulation ESPA en Europe, ce genre de choses. Voilà. J'ouvre une mini parenthèse aussi, j'ai vu une question dans le chat, pourquoi les CFD étaient interdits aux États-Unis? Parce que tout simplement leur régulation, le régulateur, la SEC, interdit purement et simplement ce produit. Aux États-Unis, ils sont plus tournés sur les options. Ils ont d'autres règles aux États-Unis, beaucoup plus contraignantes qu'en Europe en matière de trading. Si vous voulez passer plus de 5 trades dans la semaine, il faut avoir une certification. Enfin voilà, il y a quand même, on est sur d'autres, c'est comme au Japon d'ailleurs, Japon, États-Unis, les CFD sont interdits. C'est d'autres produits, c'est une autre façon de trader, c'est d'autres acteurs. Voilà. Alors, pour revenir justement à la question de la sécurité, c'est vrai ce que tu disais justement à l'instant, et c'est encore plus vrai pour les particuliers. Il faut savoir que les régulations européennes, FCA,
ESMA pour la régulation européenne, AMF en France, etc., toutes ces régulations sérieuses ont comme, j'allais dire, leitmotiv central la protection des consommateurs particuliers. J'insiste bien sur le particulier, puisque les professionnels, par définition, sont professionnels, sont censés être des grands garçons. On ne doit pas les tenir par la main. Ils doivent justement être censés avoir les formations qu'il faut, les diplômes qu'il faut, le cursus qu'il faut, parce que voilà, vous ne pouvez pas devenir gestionnaire comme ça. Il faut des licences de gestion. Je sais que l'AMF, par exemple, les délivre au compte-gouttes, ces licences-là, par exemple. Donc il y a pas mal de choses de certifications à passer, etc. Et une fois que vous avez toutes ces certifications-là, que vous avez votre fonds, votre boîte de gestion, votre family office, etc., que vous êtes régulé en tant que tel, bon, bah là, l'AMF va pas vous restreindre dans vos effets de levier, va pas vous restreindre dans votre trading, etc. Encore que, quand on est un fonds, généralement, il y a des accords qui se font avec les instances régulatrices et généralement, le fonds se met d'accord avec le régulateur pour dire, bon, bah voilà, on va trader tel et tel produit, on va pas dépasser tel lot, telle valeur notionnelle, etc. Mais généralement, quand vous êtes professionnel, vous êtes moins couvert que quand vous êtes un particulier, ce qui est normal parce que le particulier, par définition, c'est pas son métier, en fait, de trader. C'est pas un professionnel de la finance. Je veux dire, moi, parmi mes clients, j'ai des gens qui, évidemment, j'ai des anciens qui travaillaient en banque, dans des sociétés de gestion ou chez des brokers, mais la plupart, l'écrasante majorité, ce sont des gens comme tout le monde, en fait, hein, voilà, des gens qui n'ont pas fait d'études de finance, etc. Et les régulateurs européens, justement, de plus en plus d'ailleurs, hein, c'était déjà le cas, moi je suis arrivé chez Active Trades en 2014, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et en 10 ans, j'ai constaté une évolution des régulations qui allait énormément dans le sens de la protection des particuliers. C'était déjà le cas en 2014 quand je suis arrivé, il y avait tout un tas de règles qui protégeaient les consommateurs, les traders, j'allais dire particuliers, mais de plus en plus, on en a encore eu une là fin juillet au Royaume-Uni, qui justement protège encore plus les particuliers. Je donne rapidement l'exemple vu qu'on en parle. Maintenant, par exemple, si j'ai un client au téléphone qui me dit qu'il a, par exemple, je sais pas moi, une pathologie médicale ou des problèmes d'addiction à des paris sportifs ou des choses comme ça. Ça, avant, ça passait à la trappe, ça ne nous concernait pas. Maintenant, on est obligé de le noter quelque part et de surveiller son activité de trading et de voir si, voilà, peut-être lui recommander de rester sur de la démo, de pas ouvrir de compte tout de suite, de se former, etc. À titre, encore une fois, je parle d'Active Trades, on en refuse tous les jours des comptes, des gens qui veulent ouvrir des comptes chez nous. Pourtant, nous, c'est moi, si vous voulez, je suis responsable commercial des marchés francophones. C'est mon objectif d'avoir un maximum de traders actifs chez nous, d'aller conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux traders, on va se parler franchement, de conquérir des parts de marché dans le milieu du trading sur CFD. Et pour autant, notre département compliance, qui s'occupe de la conformité avec le régulateur, nous dit qu'on peut pas prendre le tout venant. En 2014, pour ouvrir un compte de trading, il y avait juste besoin d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Maintenant, allez essayer de remplir le formulaire d'inscription chez Active Trades. On va vous poser des questions pour vérifier votre connaissance sur les marchés financiers, voir si les produits sont adaptés, etc. Et là, je parle que du filtre d'ouverture de compte. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure au sujet des protections liées au trading propre, donc tout ce qui est les mécanismes de trade-out, les stop-loss, les comptes à risque limité pour les clients résidents français, tous les niveaux de protection qu'Active Trades va proposer. On a la ségrégation des fonds. Par exemple, si Active Trades demain fait faillite, on ne mélange pas l'argent des clients avec l'argent de l'entreprise. Ça veut dire que si demain on fait faillite, il y a quand même de grandes chances que vous récupérez votre argent, d'autant plus qu'on a souscrit une assurance additionnelle auprès du plus grand groupement d'assureurs au monde, qui est à la Lloyd's de Londres, justement, qui garantit les avoirs des clients jusqu'à 1 million de livres sterling par client. Ça veut dire que si demain Active Trades, si vous avez ouvert un compte chez Active Trades, que vous avez déposé des fonds, déjà, si nous on fait faillite, ce qui est quand même, j'allais dire, peu probable, mais
le risque zéro n'existe pas. On l'a vu par le passé, il s'est passé des choses. Il y a des grands noms qui ont fait faillite sur des grands coups de marché, comme je pense là tout de suite à ce qui s'est passé sur le crack du franc suisse il y a quelques années, où on a des brokers comme FXN qui s'en sont jamais vraiment remis, Alpari qui a fait faillite, etc. Ça peut arriver qu'un broker fasse faillite. Nous, si demain on fait faillite, vous avez la ségrégation des fonds qui vous protège, et en plus de ça, on a souscrit l'assurance additionnelle qui va vous couvrir jusqu'à 1 million de livres sterling. Donc, vous êtes sûr de récupérer votre argent, quoi qu'il arrive, dans cette tranche de dépôt-là. On a les trade-out, les comptes à risque limité. Enfin, voilà, il y a tout un panel de protection, j'allais dire. Les effets de levier, parce que il y a des protections qui sont mises en place par le broker lui-même, mais il y a des protections qui sont mises en place par le régulateur directement. Vous savez qu'en 2018, je pense que je l'apprendrai à personne ici, en 2018, il y a eu un coup de tonnerre pour les brokers CFD, puisque le SMA, qui est le régulateur des marchés financiers au niveau européen, donc au-dessus de l'AMF et tout, qui a limité les effets de levier à 30. Enfin, j'allais dire à 30 sur les paires de forex les plus, les majeurs, euro dollar, GBP USD, etc. 20 sur les indices, et puis en dessous pour d'autres classes d'actifs comme par exemple crypto, etc. Obligations, des produits un peu moins liquides. Donc voilà, c'est vraiment nous, en tout cas chez Active Trades, on accueille à bras ouverts. Je sais que c'est pas le cas de tous les brokers. Encore une fois, je suis pas là pour me faire des ennemis. Je vais pas taper sur la concurrence, mais il y a des brokers qui, à chaque changement de régulation, vont faire des pétitions, essayer de faire changer un petit peu les choses. Nous, c'est pas le cas chez Active Trades. On accueille à bras ouverts justement ces changements de régulation, puisque ça permet d'écrémer le marché, d'éliminer les acteurs peu scrupuleux qui proposent des bonus indécents à l'ouverture de compte, qui vous proposent des effets de levier démesurés. Pour rappel, avant la réglementation SMA de 2018, on pouvait monter jusqu'à 1,400 en effet de levier. Là, on est passé à 1,30 pour les produits les plus liquides. Donc, c'est quand même un gros drop qu'on a connu. Et effectivement, pour les brokers, ça peut être perçu comme une mauvaise nouvelle, puisque si vous offrez un effet de levier bien inférieur à ce qui était possible avant, ça vous permet de conquérir bien moins de clients que ce que vous pouviez le faire avant, si vous voulez, parce qu'avec un effet de levier de 400, par exemple, ça démocratise la bourse aux plus petites bourses, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'avec 100, 200 euros, vous pouviez faire quelque chose avec un effet de levier de 1,400. Là, maintenant, en dessous de 1 000 euros, pour aller dégager des performances un peu significatives, avec un effet de levier de 30, c'est compliqué. Ouais. Donc, mais nous, on est content. On est content de ces changements-là, puisque, encore une fois, ça écrème le marché, ça apporte du sérieux à la profession et au CFD. Donc, voilà. Ouais, c'est clair qu'il s'est fait un peu tout et n'importe quoi au départ avec comme tu as dit, des acteurs qui étaient vraiment pas sérieux. C'est ça qui a vraiment porté un sacré coup au CFD. C'est toujours ancré d'ailleurs, c'est toujours ancré dans la tête des gens. Je vois Ulysse qui dit d'où la chasse au stop loss. Effectivement, ça a existé, et mais voilà, avec les régulations qui sont en place, c'est pour ça qu'on voulait discuter aujourd'hui de voilà toutes ces régulations autour du courtier, pour comprendre que finalement le consommateur est protégé. Et il y a d'autres questions, j'imagine, sur la sécurité des fonds. On a abordé le sujet tout à l'heure. Alors, la Belgique n'a pas interdit les CFD. Alors, je peux répondre rapidement si ça vous dérange pas. La Belgique n'a pas interdit les CFD, elle a interdit la publicité sur les CFD. Un peu comme les cigarettes en France ou d'autres produits. Voilà. Mais évidemment, moi, en plus, la Belgique, c'est un de mes plus gros marchés. La Belgique francophone, la Belgique wallonne, évidemment. Mais il est toujours possible... J'ouvre encore une parenthèse, je suis désolé, j'en ouvre beaucoup aujourd'hui. La Belgique a interdit la communication, donc la promotion des produits CFD, mais il est tout à fait possible d'ouvrir un compte si vous êtes résident belge CFD. En France, c'est un peu différent. L'AMF a interdit la promotion des produits CFD sur le sol français si le broker ne propose pas de compte à risque limité. Est-ce que vous m'autorisez d'expliquer rapidement ce qu'est un compte à risque limité ? Très bien. Donc, le compte à risque limité, en fait, selon le texte de l'AMF, c'est un compte qui doit protéger l'investisseur à hauteur de son investissement initial. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous immobilisez, vous avez 1 000 euros sur un compte de trading et vous immobilisez 200 euros pour ouvrir une position pour acheter des actions, je ne sais pas moi, Orange, LVMH, peu importe. D'accord ? Vous immobilisez, ça c'est ce qu'on appelle la marge. Vous immobilisez 200 euros pour tenir cette position ouverte. Eh bien, à ce compte-là, le compte à risque limité, ce que l'AMF oblige justement les brokers à faire,
c'est que à partir du moment où la position se déplace dans le sens contraire de ce que vous pensiez, c'est-à-dire part en négatif, à partir du moment où la perte est équivalente à justement la marge, donc le montant de votre capital que vous avez immobilisé pour tenir la position ouverte, en l'occurrence dans cet exemple 200 euros, votre position est coupée automatiquement et le stop loss, ce stop loss en fait, parce qu'il s'agit d'un stop loss, il est placé à l'entrée de la position à un niveau qui justement vous permettrait d'accuser une perte équivalente à la marge que vous avez immobilisée justement pour tenir la position ouverte. Ce stop loss est garanti, son exécution doit être garantie. J'insiste là-dessus puisque nous, chez Active Trades, on ne garantit pas les ordres. Vous savez mieux quoi, hein, de toute façon, les ordres stop, les ordres différés, les take profit, tous ces ordres différés-là, en fait, ne peuvent pas être garantis. Enfin, nous, chez Active Trade, on ne les garantit pas parce que ça va dépendre de la liquidité et de la volatilité qu'on a sur le moment. Si, par exemple, vous avez un stop à un niveau et que le marché gape ce niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cotation sur ce niveau-là, il n'y a aucun prix disponible, on ne peut pas vous exécuter le stop. Parce que pour qu'on puisse exécuter votre stop, il faut qu'il y ait une contrepartie en face. S'il n'y a pas de contrepartie en face, on ne peut pas exécuter le stop. Là, avec ce compte à risque limité, l'AMF oblige l'exécution de ce stop. Ça veut dire que c'est un stop qui est garanti. Donc, si ça accuse c'est le broker qui prend le risque pour lui, en fait, si vous voulez. Donc je pense que c'est assez important de rappeler cette notion-là. Le marketing, donc la publicité, la promotion des produits CFD en France est uniquement autorisée si le broker propose ce type de compte, le compte à risque limité. Évidemment, là, je survole un peu la question. N'hésitez pas, enfin, je ne sais pas si ce sera publié sur YouTube, s'il y aura des commentaires, etc. Je balancerai les liens de la page qui explique en détail le compte à risque limité, comment ça fonctionne. Et puis, de toute façon, il me semble que le stop loss garanti, on ne peut pas le reculer, on ne peut que l'avancer vers le point d'entrée. Absolument. Alors justement, voilà, merci de poser la question, puisque dans ce cadre-là, c'est un stop loss donc qui est placé à un niveau, comme je le disais, qui vous permet d'accuser une perte équivalente à la marge immobilisée pour tenir la position ouverte. C'est un stop loss qui est inamovible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le bouger. Vous pouvez en rajouter un autre, d'accord, un peu plus haut si vous avez envie, mais dont l'exécution ne sera pas garantie, ce sera un stop loss classique. Hein. L'exécution dépendra de la liquidité à ce moment-là. S'il y a assez de liquidité pour que le stop soit exécuté, qu'il y ait une contrepartie derrière, on l'exécutera. Si par contre il y a un gap, on ne l'exécutera pas. Le seul stop qui est garanti, c'est justement ce stop loss de compte à risque limité. Donc effectivement, vous avez raison, ce stop loss-là n'est pas amovible. Il n'est pas ni dans le gain ni dans la perte. Il peut même pas être supprimé. Voilà, parce que c'est un prérequis de l'AMF. Donc j'imagine que s'il n'y a pas de contrepartie, c'est le broker qui prend pour lui. Mais à l'inverse, il me semble qu'on paye, quand le stop est exécuté, le client paye ce stop garanti. Ou alors ça dépend des courtiers. Non. Alors, encore une fois, c'est une question très pertinente. Nous, dans notre cas de figure Active Trades, dans le cadre du compte à risque limité, vu que c'est un prérequis de l'AMF, c'est pas un service additionnel qu'on offre aux traders. Nous, Active Trades, c'est vraiment, j'allais dire, une régulation, une loi à laquelle on doit obéir. Nous, Active Trades, on prend le risque pour nous, donc on garantit l'exécution de ce stop, et il n'y a pas de surcoût additionnel pour le trader. D'accord. Okay. Par contre, effectivement, je termine et puis je vous laisse continuer. Je sais qu'il y a des brokers, notamment IG, qui proposent des stops garantis en dehors du cadre du compte à risque limité. Et effectivement, là, vu que c'est un service additionnel, parce que garantir l'exécution, c'est le broker qui prend le risque pour lui. Hein. Donc c'est normal qu'il refacture ça au client. C'est normal. Enfin, c'est pas illogique, c'est pas scandaleux, si vous voulez. Mais nous, Active Trades, on ne propose pas de stop loss garanti en dehors du compte à risque limité. Donc, on ne fait pas ce genre de choses. Petite question. Petite question, en fait, tu disais que en fait, il fallait une contrepartie pour exécuter un stop, mais sur CFD, en fait, comment tu fais pour avoir une contrepartie si tu es sur CFD, puisqu'il n'y a pas forcément de carnet d'ordre Alors, là, on va rentrer les deux pieds joints, je pense, dans l'aspect un petit peu opaque du market making et de la contrepartie, etc. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à maintes reprises lors de plusieurs événements, dans les médias, etc. Mon discours est toujours le même et il est clair.
Encore une fois, je parle d'Active Trades. Je ne vais pas me prononcer pour les Oui, autres. bien sûr. Mais chez Active Trades, ce qui se passe, c'est que on a un natural hedge dans un premier temps. Ça veut dire qu'on hedge nos clients entre eux. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a, on a un certain nombre de clients qui achètent un CFD sur futur Nasdaq, eh ben, on va les matcher avec un certain nombre de clients qui vendent ce même CFD futur Nasdaq. C'est ce qu'on appelle le hedge naturel entre les clients. Maintenant, il y a toujours un reliquat. C'est-à-dire que on n'a jamais, je sais pas, je donne des chiffres au pif, mais on n'a jamais 1000 clients pile qui vendent un CFD au même moment avec 1000 clients pile qui achètent ce même CFD au même moment. Ça arrive jamais, il y a toujours un reliquat. Le reliquat, ça c'est en interne chez Active Trades, on décide soit de l'envoyer sur le marché directement, d'aller trouver une contrepartie sur le marché au sens large, soit on le prend pour nous, on se met contrepartie. Voilà, clairement c'est ça qui se passe. Donc maintenant, je vais aussi un petit peu, entre guillemets, tordre un peu le cou aux idées reçues du market making, ah c'est pas bien, le broker est contre moi, etc. Nous, effectivement, chez Active Trade, ça peut nous arriver dans certains cas d'être contrepartie, comme je le disais notamment sur les comptes à risque limité dans l'exécution des stop-loss. Ça peut nous arriver, effectivement. Ça, c'est des décisions qui sont prises, même moi, je n'ai pas le contrôle là-dessus, c'est des décisions qui sont prises en interne par notre équipe de risque, de gestion de risque. En fait, pourquoi c'est un faux problème, cette histoire de market making? Je peux comprendre le problème moral que certains investisseurs peuvent avoir en se disant j'ai un compte chez un broker et le broker il parie contre moi parce que quand j'achète lui il vend et vice versa, donc c'est pas normal, il parie contre moi, c'est pas cool. Je peux comprendre. Sauf qu'en fait, si vous prenez le problème à l'envers, quand vous êtes investisseur, vous êtes obligé d'avoir une contrepartie. Que ça soit votre broker ou un autre trader en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous êtes obligé d'avoir une contrepartie, d'avoir quelqu'un qui fait l'inverse de ce que vous faites. Si vous achetez, c'est qu'il y a quelqu'un qui vend. Si vous vendez, c'est qu'il y a quelqu'un qui achète. Et par conséquent, si vous avez le broker qui est en face de vous, qui se met contrepartie de vos trades, à la limite, si vous êtes un trader gagnant, tant pis, c'est le broker qui perdra de l'argent. Voyez, et en plus, si c'est le broker qui est votre contrepartie, votre ordre, il va même pas aller sur le marché directement, il va rester en interne chez le broker et il sera exécuté beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que les traders algorithmiques, par exemple, savent très bien. L'exécution est très importante justement pour, pas que les traders algorithmiques, mais les scalpers de manière générale. En fait, c'est ça, parce que le broker, il peut pas, c'est interdit par la loi un broker qui est contrepartie des trades, il n'a pas le droit de vous donner, de conseils, de vous inciter à trader tel ou tel produit, de vous donner des recommandations, acheter ce produit à tel niveau, machin, tout ça. Il n'a pas le droit de vous dire ça, et il n'a pas le droit de manipuler les prix, c'est-à-dire de manipuler le graphique que vous voyez, que ce soit en termes de prix ou en termes de décalage de délai dans les cotations. Voilà. Il faut que le mécanisme soit fait. Et ça, croyez-moi que c'est respecté parce que, en tout cas, les brokers qui sont sous des régulations très strictes comme FCA, AMF, etc., sont régulièrement audités. Et puis, sans parler du fait que, ça, c'est les audits qui sont faits une à plusieurs fois par an, souvent même par trimestre chez certaines branches. Il y a aussi la possibilité pour le trader directement, lorsqu'il conteste une décision, une exécution, d'aller voir directement le régulateur. On a des processus et d'ailleurs on est obligé, on est tenu par la loi. Lorsqu'on a un client qui a un problème sur un trade, il vient vers moi, il me dit voilà, je conteste l'exécution de ce stop loss par exemple ou de ce take profit. Moi, je fais une investigation avec mon département risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fournit des screenshots, on essaie d'être le plus transparent possible, on explique ce qui s'est passé. Soit le client a tort et là, il n'y a rien à faire, il a tort, la perte elle est pour lui. Soit le client a raison et là, on compense. Si le client a tort et qu'il n'est toujours pas satisfait des explications qu'on lui a données, on est obligé de lui fournir les coordonnées, le processus pour que le service qu'il doit appeler chez le régulateur, etc., les gens à qui il doit parler. Et ça nous arrive, ça m'est arrivé encore l'année dernière, j'en ai eu plusieurs qui sont allés justement en réclamation au régulateur. On a gagné toutes les plaintes, évidemment, parce que chez Active Trade, je ne veux pas non plus, ça nous arrive de faire des erreurs, comme je l'ai dit, mais les erreurs, on les évite et on préfère justement compenser un trade plutôt que d'aller se manger une grosse amende du régulateur, parce que c'est même pas que l'amende, c'est une fois que vous êtes grillé en train
d'avoir des pratiques douteuses comme manipuler des prix, fournir des graphiques avec des délais de cotation, etc. Là, vous passez dans une autre catégorie, le régulateur vous a clairement dans le collimateur et là, ça devient très compliqué pour revenir. La réputation est ternie, vous mangez des amendes, il y a tout un tas de choses que vous n'avez plus le droit de faire, etc. Donc, effectivement, c'est ça, c'est toujours... moi honnêtement, là, si demain, je suis trader, je préfère limite, si je suis scalper ou... Enfin, si vraiment pour moi l'exécution, si je suis un investisseur long terme, à la limite, je m'en fiche. Parce que bon, quand on est investisseur long terme, généralement, l'exécution à la seconde près n'est pas vitale, si vous voulez. Mais si je suis scalper ou trader algo, etc., je préfère limite avoir un trader qui est contrepartie de mes trades. Alors, je ne vous parle pas encore une fois de brokers qui ont des régulations, qui leur permettent d'avoir des pratiques peu scrupuleuses, mais un broker FCA, AMF, qui est contrepartie de mes trades et que moi je suis scalper, moi ça me va tout à fait. Parce que le trade, il est exécuté dans l'instant. Alors que si vous passez par un broker plus, j'allais dire traditionnel, qui est obligé d'aller chercher une contrepartie à l'autre bout du monde, ou voilà, là, vous pouvez avoir des délais justement d'exécution qui peuvent significativement impacter la performance. Donc, en gros, voilà, je résume parce que je parle beaucoup, je m'en excuse d'avance. Mais chez ActiveTrade, c'est ça, c'est un hedge naturel entre les clients. Pour le reliquat, on choisit soit de l'envoyer sur le marché, soit d'aller chercher une contrepartie sur le marché, soit de le prendre pour nous. Voilà, ça c'est une décision, c'est le département risque qui s'en occupe. Est-ce que j'ai été assez clair? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à tout le monde sans langue de bois. Alors oui, il y a Ulysse qui est toujours sur sa chasse au stop loss, mais en fait ça c'est une idée qui est ancrée parce que certains acteurs ont fait n'importe quoi il y a ça quelques années. J'imagine que ça a beaucoup joué sur le fait que les Américains interdisent les CFD, ou alors je m'avance, mais ça c'est quelque chose qui n'est plus le cas, ou en tout cas chez les brokers qui sont régulés avec des régulations assez fortes. Franchement, moi j'avais eu un peu le cas quand j'avais commencé le trading il y a assez longtemps. Je m'étais inscrit sur, à la base il y avait les pubs sur Facebook, etc. C'était pas très surveillé, donc n'importe qui pouvait faire de la pub sur Facebook, et je m'étais fait avoir. J'avais mis un petit capital, j'avais pas mis grand chose, et effectivement la nuit en fait je m'étais fait chasser mes stops parce qu'ils cotaient la nuit, etc. C'était sur le CAC, je crois, ou le DAX. Enfin bref, après, bon, à l'époque, je connaissais pas tout ça, je connaissais pas les horaires de cotation, je connaissais pas non plus les régulations, etc. Donc je m'étais fait avoir, bon, tant pis pour moi, mais c'est vrai que moi aussi, dans mon expérience, voilà, je me suis fait avoir une ou deux fois par des brokers qui étaient régulés. C'était à Chypre à l'époque, hein. Et ben voilà, c'est ça qui m'a mis en fait aussi dans la tête, qui a ancré comme quoi moi les CFD, je voulais plus trop y mettre les pieds. Pour moi, c'était assez dangereux. Alors que voilà, ça s'est quand même bien renforcé là avec tout ce qu'ils ont fait avec la communauté européenne, l'AMF, etc. C'est beaucoup plus costaud quand même. Oui, alors, on peut en parler, hein, de toute façon, je suis pas là pour éviter les sujets. Justement, on est là pour parler de tout ça, puisque c'est des inquiétudes légitimes, hein. La chasse au stop, c'est typiquement, c'est le trader qui va aller chercher vos stops pour vous faire exécuter. Généralement, c'est des traders qui sont contrepartie des trades aussi, hein, qui sont pure market making, et qui vont aller justement, parce que je le disais à l'instant, enfin, je le disais en début. Le CFD est un produit synthétique émis par le broker, et le broker, justement, ces brokers peu scrupuleux vont aller chasser les stops en manipulant le contrat en question pour qu'il aille justement déclencher les stops et clôturer les trades, et comme ça récupérer tout l'argent, vu que le broker est contrepartie. Lorsque vous perdez, c'est lui qui gagne, et vice-versa. Chez ActiveTrade, ça se fait pas. Alors ça se fait pas, je vais pas me contenter de vous dire que ça se fait pas et de prendre ce que je vous dis pour argent comptant. De toute façon, ceux qui traitent chez nous le savent bien, puisque encore une fois, je l'ai dit juste avant, si vous avez un problème sur un trade, nous, on vous fournit les cotations. C'est-à-dire que si vous me dites non, là sur mon CAC 40, sur mon futur septembre CAC 40, j'étais mal exécuté, on n'a jamais touché ce prix-là, moi je vais vous sortir les cotations de Bloomberg, qui font foi quand même, je veux dire, c'est les cotations officielles. Et si les cotations officielles démontrent que ce prix a bien été touché, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses, il y a tout un tas de personnes
et ça CFD ou pas, hein, qui ont du mal avec le spread. Le spread, c'est une notion qui est ultra connue pour les traders, mais il y en a énormément qui l'appréhendent mal. Faut bien se rendre compte d'une chose, lorsque vous êtes acheteur d'un CFD CAC 40, vous êtes exécuté au prix ask à l'entrée et au prix bid à la sortie. D'accord? Prix d'achat à l'entrée et au prix bid à la vente. Par défaut, sur les plateformes de trading, comme par exemple MetaTrader, ce que vous voyez, c'est le prix bid. D'accord? Donc, le trader, lui, ce qu'il voit, c'est que, ah tiens, le prix, il n'a pas touché le niveau auquel vous m'avez exécuté dans le vide. Sauf qu'en fait, si vous affichez, parce que c'est possible dans MetaTrader d'afficher le prix ask, si vous affichez le prix ask, vous vous rendez compte que, ah bah si, finalement, en ask, le prix ask, il a touché le prix de mon take profit, mon stop loss, peu importe. Donc, il y a ça aussi. C'est vrai que parfois, moi, j'en parle parce que j'ai énormément de ce cas de figure. On a des gens qui nous envoient par email des captures d'écran. Regardez, là, j'ai été exécuté, je sais pas moi, 0,5 pip, 1 pip en dessous du prix qui est à côté sur mon graphique. Bah ouais, mais sur votre graphique, vous avez le prix bid, vous n'avez pas le prix ask. Donc, il y a ça aussi. Et pour revenir un petit peu à la chasse au stop, bah déjà, comme je le disais tout à l'heure, je suis désolé, hein, mais un broker qui cote un CFD sur un produit centralisé comme, je sais pas moi, CAC 40, matières premières, ce que vous voulez, une action, d'accord, mais qui cote la nuit, à l'heure où justement, par exemple, si vous tradez l'action Air France et que votre broker il vous propose une cotation en pleine nuit alors que la bourse de Paris est fermée, bah oui, forcément, il fait un peu ce qu'il veut derrière votre broker en termes d'exécution. C'est normal. Et je dis pas que tous ceux qui le font sont des voleurs, mais déjà, c'est pas un signe de sérieux. Ouais, vous voyez? bah, ça, c'est vrai. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention. Donc, chez nous, chez ActiveTrade, si demain vous ouvrez un compte, que vous avez un problème sur l'exécution, soyez sûr qu'on va vous faire un audit de trade en bonne et due forme. On va pas se contenter de vous dire vous avez tort, vous n'avez pas tort. On va vous fournir des pièces justificatives. Et ça peut arriver. Ça m'est arrivé, moi, ça arrive rarement, mais ça m'est arrivé en 10 ans d'expérience chez ActiveTrade, d'avoir des gens qui me disent, là, j'ai été mal exécuté. Moi, je fais une première investigation, je trouve que ça me semble bizarre. J'envoie ça au département risque et le département risque me répond, oui, effectivement, le client a raison, on l'a mal exécuté. Donc, on a corrigé le trade, on a réajusté, machin, tout ça. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Comme je disais, ça peut arriver de recevoir des mauvais tics, ça peut arriver à la bourse de Paris d'avoir des problèmes techniques et d'envoyer des mauvais tics, d'avoir un CAC 40 qui cote soudainement à 5000 au lieu de 7000, ou ça peut arriver. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, encore une fois, parenthèse, hein, décidément, j'arrête pas. Ça nous est arrivé il y a je crois que la dernière fois, c'était sur le Nasdaq, c'était il y a 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans. Non, c'était pas sur le Nasdaq. Je sais plus. C'était un actif sur la bourse de New York. L'exchange, donc la bourse de New York, avait eu un problème technique et avait envoyé un mauvais tick. D'accord? Mais vraiment un très mauvais tick. C'est-à-dire que au lieu de coter, je sais pas moi, telle action à $100, il l'avait mise à $900. Mais vraiment, c'est un problème technique pour le coup. Et là, effectivement, vous vous doutez bien que quand vous, sur votre compte MetaTrader ou ActiveTrader chez ActiveTrade, que vous avez votre position, vous êtes acheteur de l'action à $100 et que d'un coup, au milieu de la soirée, ça passe à $900, bon, bah, vous clôturez le trade automatiquement. Vous faites 900% de performance en 1 seconde, vous clôturez le trade. Quand c'est comme ça, bah, c'est ce qu'on appelle une erreur manifeste erreur. Et là, on annule les trades. On annule les trades. Et on annule les trades pas asymétriquement. On annule les trades que vous faites dans le gain comme dans la perte. Et généralement, effectivement, là, je parlais dans mon exemple que la personne avait acheté à 100 et d'un seul coup, l'action cote à 900. Bon, bah, elle l'a un petit peu amère qu'on annule son trade de 900% de performance, si vous voulez. Mais d'un autre côté, moi, ce que je leur dis à ces gens-là, je leur dis, écoutez, là, vous étiez dans le bon sens, ça aurait pu arriver dans l'autre sens, vous auriez été bien content qu'on vous annule le trade si vous faisiez moins 900% de voilà. Donc ça peut arriver, c'est pas les problèmes il y a des problèmes techniques qui arrivent du côté des exchanges, du côté des brokers, du côté des clients aussi, des traders directement, une mauvaise connexion, trop de flux, trop de bandes passantes, etc. Enfin, ça peut arriver. L'erreur peut arriver, mais nous, chez ActiveTrade, on la corrige systématiquement. Et j'insiste là-dessus, on ne se contente pas de vous dire vous avez tort, vous n'avez pas tort. On vous prouve. On essaie d'être le plus transparent possible. On vous envoie les captures de ce qu'on a sur les terminaux Bloomberg, de ce qui s'est passé sur les exchanges, etc., etc.
Donc voilà, je pense que la chasse au stop, puisque c'était ça dont il était question avant que je parte dans mes digressions, effectivement, ça a existé, ça existe même sûrement toujours chez des brokers peu scrupuleux, mais chez ActiveTrade, c'est pas le cas, parce que tout est extrêmement contrôlé de toute façon. Donc voilà. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette interview, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites ou que les brokers veulent pas parler forcément. Après, il y a beaucoup aussi de brokers qui sont un peu scrupuleux, etc. On a du mal à trouver des informations là-dessus. Et C'est vrai. franchement, je te remercie vraiment d'être venu, parce que ça dépoussière un peu déjà toutes les idées reçues qu'on a, parce que ça évolue vite, hein, mine de rien, les régulations, etc. Et puis les brokers, ils vont, ils viennent, hein. Il y a certains, ils restent, d'autres ils s'en vont. Et on entend un C'est peu vrai. tout et rien. Et maintenant, en plus, avec les plateformes comme TikTok, etc., ben voilà, n'importe qui devient spécialiste de tout. Donc, on entend beaucoup de bêtises. C'est Et vrai. voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir cette interview avec toi pour avoir vraiment des vérités vraies, quoi, j'ai envie de dire. Bah, moi je suis, bah, encore une fois, c'est merci à vous, hein, je suis content de la tribune que vous me donniez à travers ce webinaire. Moi, ça a été ma politique depuis que je suis arrivé chez ActiveTrade. C'est vrai qu'il y a des brokers qui communiquent peu, voire même pas du tout, sur certaines notions un petit peu problématiques, comme par exemple, on a parlé de market making, le fait d'être contrepartie des traders ou pas. Il y a des brokers qui sont pourtant des maisons sérieuses, hein, vraiment, qui sont sont pas des gens peu scrupuleux ou quoi que ce soit, qui ne communiquent volontairement pas sur la question du market making, parce qu'ils savent que de toute façon, si vous êtes broker et que vous avouez que vous êtes contrepartie des traders, peu importe les raisons que vous allez amener derrière, bah, vu que c'est mal vu, marketingment parlant, c'est pas une bonne décision de le faire, si vous voulez. Moi, je fais le pari inverse. J'estime qu'aujourd'hui, les traders, voilà, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans maintenant que les particuliers ont accès à la bourse directement sans passer par les banques. Ça fait plus de 10 ans pour le marché des CFD. Les gens sont éduqués maintenant. Ils savent de quoi on parle, si vous voulez, et ils méritent d'être informés. Et moi, je fais ce pari-là, justement, d'expliquer au maximum. Et après, chacun se fait son avis, parce que si vous restez opaque, c'est là que vous attirez des soupçons et que, voilà, c'est autant répondre clairement aux questions des gens. Moi, je vous le dis, ça arrive qu'ActiveTrade soit contrepartie des trades. Ça, comme je vous l'ai dit, hein, il y a le hedge naturel, il y a, après on choisit si on envoie les trades sur le marché ou pas. Ça peut arriver qu'on soit contrepartie, mais encore une fois, si vous êtes chez un broker qui est régulé, FCA, AMF, ESMA, vous êtes tranquille, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. On est extrêmement contrôlé. Donc, votre broker, par contre, si vous avez affaire à un broker au Vanuatu qui cote en dehors des horaires de marché, qui vous donne des bonus de trading, par exemple, on vous crédite votre compte de 1000 euros si vous tradez tant de notionnel, qui vous incite à trader, qui vous donne des recommandations, etc. Méfiez-vous, fuyez même, j'ai envie de vous dire. Fuyez. Voilà, c'est pas parce que le broker est contrepartie des trades qu'il est à fuir. C'est plutôt un faisceau de choses qu'il fait, en fait, de process qu'il fait, qu'il a, qui convergent vers une direction. Et s'il fait tout ce que je viens de vous dire, là, vous savez que vous n'êtes pas entre. De toute façon, le produit fait que tous les courtiers ont ce process-là. Donc, selon toi, qu'est-ce que serait la bonne démarche pour trouver des bons courtiers, régulation, liste noire Ouais, parce évidemment. Que tu en parlais rapidement juste là. Je pense que c'est un point qu'il faut aborder, une démarche à avoir pour essayer de trouver le courtier qui le correspond entre les frais et surtout les régulations. Parce que des fois, on a des appels avec Vincent de personnes qui se sont fait escroquer 50, 100 000 euros. Et moi donc. Alors, souvent avec la crypto, parce que maintenant, il y a ce phénomène-là où on peut transférer de l'argent et c'est traçable, mais du coup, il n'y a pas forcément de législation derrière ou de sanctions. Donc on a eu pas mal, on a de temps en temps des personnes qui nous appellent et qui se sont fait escroquer, soit par des pseudo-courtiers avec des signaux de trading un peu foireux, soit carrément des gens qui leur ont demandé de transférer de l'argent via crypto-monnaie. Donc voilà, quelle est la démarche selon toi pour trouver un bon courtier pour faire son activité de trading? Alors, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de clients, d'investisseurs, de traders qui se focus uniquement sur les conditions de courtage. Et
c'est important qu'on se comprenne bien, parce que déjà, quand vous êtes investisseur, la première chose à faire, c'est de déterminer votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait plus du long terme, du moyen terme, du swing, du scalping, etc. Parce que vous n'allez pas être sensible vers les mêmes choses. Je sais pas, moi, par exemple, un investisseur qui a des investissements pardon, long terme, généralement, il a plus tendance à vouloir se diversifier sur une multitude de classes d'actifs, et l'exécution, le spread, ça va être moins important parce qu'en fait, il va trader moins qu'un scalper, par exemple. Il va placer quelques trades dans l'année. À la limite, c'est pas grave s'il a un petit peu s'il y a des spreads un peu plus larges. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est que le broker propose un éventail de produits très large pour pouvoir justement se diversifier sur toutes les classes d'actifs. À l'inverse, un scalper, par exemple, un scalper Forex, lui, ce qui va l'intéresser, c'est les conditions de courtage, donc les swaps et les spreads et l'exécution aussi sur les paires majeures, mineures ou exotiques. Voilà, donc en fonction du profil d'investisseur, on ne va pas être sensible envers les mêmes choses. Donc ça, c'est le premier travail à faire, c'est de déterminer qui on est en bourse, comment on aime trader, le style de trading, etc. C'est important de filtrer les brokers par justement conditions de courtage, type de produits proposés, nombre de produits, catalogue de produits proposés, etc. Mais à mon sens, le truc le plus important quand même, ça reste la sécurité des fonds, d'accord, et la régulation. Les deux sont intimement liés. Hein. Vous me voyez venir, les deux sont intimement liés. Généralement, un broker FCA, vous êtes tranquille avec vos fonds parce que vous avez une multitude de niveaux de protection, vous avez la ségrégation des fonds, les niveaux de trade-out, le FSCS qui est un organe du régulateur, donc de la FCA qui garantit les dépôts des clients jusqu'à, je crois que c'est 70 000, 80 ou 70 000, ça a changé, c'est pour ça que je suis plus trop sûr, mais ça garantit les dépôts des clients en cas de faillite de courtier jusqu'à 70 000 pounds, livres sterling donc. Vous avez des restrictions sur certains produits, des audits réguliers, etc. Et puis, donc ça c'est pour l'aspect régulation. Allez vers un broker qui propose une régulation de premier plan. Même si vous n'êtes pas chez nous, hein, je m'en fiche. Hein. Allez chez un broker qui propose une régulation ESMA, AMF, FCA. Vous voyez, nous par exemple, Active Trades, on n'est pas régulé AMF. On n'est pas régulé AMF parce que justement, on est un broker anglais. Notre siège, il est à Londres, on est régulé FCA. Et avec la réglementation MIFID, on passeporte notre activité en France. Donc, on est enregistré auprès de la Banque de France, mais notre régulateur, ça reste la FCA. Si demain, vous avez un problème avec nous, c'est la FCA qui va le régler. C'est pas l'AMF. D'accord? Mais vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais la FCA, c'est exécutif. Voilà, c'est quand même, normalement, c'est carré. Si vous avez des brokers, de toute façon, il n'y a pas, c'est comme pour les comptes offshore dans le secteur bancaire. Hein. On parle souvent de comptes aux Bahamas, aux îles Caïmans. Vous croyez que c'est pourquoi que les gens vont là-bas? Vous croyez vraiment que c'est parce que c'est des pays qui ont une forte culture financière? C'est pas du tout. C'est parce que c'est des pays qui permettent de contourner certaines lois, notamment des lois fiscales, etc. Donc, qui permettent de faire du blanchiment d'argent, des choses qu'on peut pas faire dans des pays plus, entre guillemets, industrialisés, plus réglementés, comme en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, voilà, FCA, AMF, ESMA, CMNV en Espagne, CSSF au Luxembourg, la BaFin en Suisse, etc. Là, vous êtes tranquille avec des régulations comme ça parce que vous savez que vous avez affaire à des zones géographiques où le gouvernement vraiment prend à bras le corps la protection des consommateurs, donc des investisseurs, et qu'il va interdire les brokers à faire tout et n'importe quoi. Comme je le disais juste avant, c'est-à-dire offrir des bonus, inciter les gens à trader. Moi, je me rappelle, en 2014, je reprends un exemple, on avait chez Active Trade ce programme qui était ce qu'on appelle un programme reward. C'est-à-dire que quand vous tradiez, c'était un peu comme un programme de fidélité comme vous avez dans les supermarchés, par exemple. C'est-à-dire que quand vous tradiez, vous accumuliez des points Active Trades. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et avec ces points, vous pouviez, donc vous aviez accès à un catalogue, vous pouviez commander, je sais pas moi, des iPads, des iPhones, des produits technologiques, des choses comme ça. C'était super populaire, ce programme. Vraiment, ça marchait du tonnerre, les gens étaient super contents. Et la FCA, parce que comme je le disais, en 10 ans, la réglementation change. Et ça aussi, ça c'est un signe que vous êtes dans une bonne zone géographique pour trader, c'est que la régulation n'est pas figée. Elle évolue constamment dans le sens de la protection du consommateur. Et la FCA, en 2016, je crois, il me semble, a changé sa régulation en disant, bon, maintenant,
on arrête tout programme qui est susceptible d'inciter les clients à trader plus. Et typiquement, ce programme Reward chez ActiveTrade, c'était un peu ça, c'est-à-dire que effectivement, les gens étaient contents parce qu'ils pouvaient gagner des iPads en tradant, mais il y a certaines personnes qui étaient tentées de trader plus pour augmenter leur nombre de points, pour pouvoir commander des iPads gratuits, etc. Et ça a été interdit, du coup, on le fait plus. Vous voyez ? Donc, régulation. Et puis après, même si votre broker il est dans une bonne zone, ça c'est un premier filtre, hein, il est sous une bonne régulation bien sérieuse, c'est quand même toujours intéressant d'aller sur le site du broker et d'aller dans les pages qui ne sont pas les pages les plus visitées malheureusement, mais j'implore tous ceux qui nous suivent à travers ce webinaire à le faire. Allez voir ce que propose le broker en termes de sécurité en plus de ce que fait la régulation. Nous, chez ActiveTrade, on essaye de fournir des... Enfin, c'est pas on essaye, on le fait. On est toujours un step plus loin que ce que le régulateur oblige. De telle sorte à ce que si la régulation change, et elle change régulièrement, elle a encore changé là au mois de juillet, eh ben on est toujours dans la légalité. On n'a pas à s'adapter, à changer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, chez ActiveTrade, par exemple, regardez, vous avez la ségrégation des comptes et le FSCS, qui sont deux outils qui sont fournis par le régulateur, c'est-à-dire que le régulateur oblige les brokers FCA à ne pas mélanger l'argent des clients avec l'argent des brokers. Ça, c'est la première chose. Vous avez le FSCS, qui est comme je le disais justement, qui est la partie de la FCA qui dédommage les victimes, enfin les clients, les traders, en cas de faillite du broker. Et en plus de ça, nous, ActiveTrade, on a souscrit cette assurance auprès du groupement d'assureurs de la Lloyd's de Londres. Cette assurance, elle a un coût, hein. On la paye chaque année. Hein. Et en plus, ce coût-là, on le répercute même pas sur le client. Donc, tous nos clients sont assurés à hauteur de 1 million de livres sterling chez nous. Voilà. Ça, on le fait justement pour fournir plus de sérieux. C'est un peu le message qu'on envoie aux clients, c'est chez nous, votre argent, il est entre de bonnes mains. La seule perte que vous pourrez avoir, c'est si vous perdez sur votre capital à la suite de mauvaises décisions de trading, etc. Mais chez nous, vous ne pourrez pas perdre votre argent si on fait faillite, si il se passe telle ou telle chose. Voilà. D'accord. Donc ça, je pense que c'est quand même assez important à souligner. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on garantit, on protège les clients particuliers, les professionnels aussi, mais c'est plus, comme je le disais en introduction, les professionnels sont pas censés avoir le même degré de protection que les particuliers. On protège tous les clients particuliers contre les soldes négatifs. C'est-à-dire que voilà, crack du franc suisse, comme on a eu en 2015, votre compte passe de, je sais pas moi, plus 10 000 euros à moins 800 000 euros. C'est déjà arrivé. Hein. J'ai eu quelqu'un au téléphone, à chaque fois je la ressors cette histoire parce qu'elle est complètement folle. Quand il y a eu ce crack du franc suisse là, en 2015, où le franc suisse est passé de 1,20 à 0,85, quelque chose comme ça, moi j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Monsieur Verret, j'ai un compte chez vous et un compte chez FXCM. FXCM me réclame 800 000 euros parce que c'est un cas de force majeure et qui ne protège pas contre les soldes négatifs. » Ça, c'est pas arrivé chez nous. Nous, on protège les clients contre les soldes négatifs. Même avant le crack du franc suisse en 2015, il y en avait plein. Tout le monde le faisait. Et depuis ce crack-là, ils sont durs à trouver, les brokers. Il y en a, il n'y a pas que nous, évidemment, hein, mais ils sont durs à trouver. Donc, mais nous, on le fait toujours. Si votre compte passe en négatif sur un mouvement brutal de marché, que vous soyez en négatif de 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, ActiveTrade recréditera votre compte pour qu'il arrive à zéro dans les 24 heures. Et ça, on est un des rares à toujours le faire après le crack du franc suisse. Donc, vous voyez, quand même, franchement, ActiveTrade, on n'est pas les meilleurs en termes de catalogue de produits. On n'a pas le catalogue de produits le plus étendu qui soit. Par exemple, IG, eux, ils ont un catalogue de plus de 10 000 produits. Enfin, voilà, il y a quasiment tout. Hein, tous les produits auxquels vous pouvez penser, ils sont chez IG, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Mais en termes de conditions de courtage, on est quasiment imbattable sur les marchés les plus populaires. Effectivement, lorsque vous allez sur des produits exotiques comme de l'euro contre du florin hongrois ou des choses comme ça, on ne sera peut-être pas les meilleurs. Mais sur les produits les plus liquides, on est parmi les meilleurs de ce qui se fait dans l'industrie. Et en plus, quand même, ségrégation des fonds, FSCS, assurance additionnelle, protection contre la balance négative, compte à risque limité, je veux dire, oui. Franchement, voilà, on est, et en plus on répercute pas ça, on vous dit pas, tiens, on vous protège contre la balance négative, mais on répercute ce coût-là, c'est un des frais annuels, etc. Non, on fait pas ce genre de choses. On propose pas de swap non plus sur des contrats futurs, sur des CFD sur contrats futurs. J'insiste là-dessus aussi parce qu'apparemment ça c'est méconnu. Hein. Les contrats futurs sont des contrats qui par définition ont une échéance. D'accord ? On parle de contrats à 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc.
c'est complètement pas naturel de mettre un swap sur un contrat qui a une échéance. Le trader, il a déjà la contrainte de l'échéance. Si en plus vous lui rajoutez un frais swap de rollover d'un jour à l'autre, c'est illogique, c'est pas naturel. Il y a des brokers qui le font. Et encore une fois, je vais pas citer de nom, je vais pas non plus casser du sucre sur le dos de la concurrence, mais je veux dire, voilà, nous, chez ActiveTrade, je crois que de mémoire, j'ai regardé la dernière fois, on est le seul en Europe à pas facturer de swap sur des CFD futurs. Vous avez un contrat CAC 40 6 mois, pendant 6 mois, vous n'allez pas, le seul truc que vous allez payer, c'est le spread, en fait, que vous aurez à l'entrée sortie. Mais vous n'allez pas payer de swap, alors qu'il y a les brokers qui le font. Donc, voilà, allez, n'hésitez pas, parce que la question c'était ça, encore une fois, je parle beaucoup, la question c'était ça. Les conseils que j'ai à donner dans le choix du broker, évidemment, définissez votre profil d'investisseur, recherchez ce qui vous intéresse le plus chez le broker, est-ce que c'est la quantité de produits, est-ce que c'est les conditions de courtage, les swaps, les spreads, etc. Mais ne faites pas l'impasse sur la sécurité des fonds, parce que même si vous vous dites, bon, je m'en fous, moi, de l'assurance additionnelle à 1 million, de toute façon, les brokers font pas faillite, machin, tout ça. Oui, d'accord, mais rien que le fait qu'ils proposent ce type d'assurance, c'est un gage de sérieux quand même, parce que c'est un coût pour le broker, hein, ce type d'assurance. Donc, voilà, c'est un faisceau de choses qui vont dans la même direction. C'est tout. Et quels seraient les pays, selon toi, où il y a souvent des brokers moins sérieux, parce qu'on a souvent en tête Malte, Chypre, des îles un petit peu perdues. Est-ce qu'il y a des pays où il faut absolument vérifier les régulations? Ah ouais, clairement. Bah, tout ce qui est Caraïbes, Bahamas, Israël, Malte. Alors Chypre, ça a changé. Avant, c'était clairement entre 2010 et 2015, c'était criminel ce qu'ils faisaient. Les brokers là-bas, je suis désolé, mais IronFX, machin, tout ça. Enfin, là maintenant, ça a beaucoup changé. Mais avant, c'était des gens chez qui c'était même pas une histoire de trading, de mauvaises conditions ou quoi. Vous déposiez de l'argent, quand vous faisiez le retrait, on vous le rendait même pas, quoi. C'était clairement criminel. Il y avait des bonus déraisonnables à l'entrée. Là, depuis quelques années, quand même, le régulateur chypriote, donc c'est la SAISEC à Chypre, a quand même, je pense qu'ils ont fait un effort de régulation justement parce qu'ils se sont rendus compte que, voilà, ils perdaient des parts de marché. Parce qu'en fait, à partir de 2014, 2015, 2016, là, cette question des régulations est devenue beaucoup plus centrale chez les traders particuliers. Je pense qu'entre 2010 et 2015, il y en a tout un tas qui se sont fait avoir, qui sont tombés dans le piège. Et encore une fois, c'est pas des gens qui sont avides, cupides ou etc. C'est des gens qui sont juste mal informés. Parce qu'encore une fois, les traders particuliers sont pas des gens de la profession. Ils ont pas conscience de tous les mécanismes qu'il y a derrière chez un broker, etc. Donc c'est des gens qui se disaient, tiens, je sais pas moi, IronFX me propose 1000 € de bonus si je dépose 1000 € chez eux. Ouais, mais bon, ils étaient appâtés par le gain, mais en même temps, ils récupéraient jamais leur argent. Alors maintenant, ça a changé. Chypre, ça a changé. Mais alors, Caraïbes, Bahamas, je dis ça alors que nous, on a une branche à Bahamas. Donc là aussi, la notion, c'est ça. C'est pas parce que votre broker il est dans ces zones-là qu'il est forcément véreux. Par contre, s'il est dans cette zone-là, vous avez un devoir accru de vérification à mener. De toute façon, avant d'ouvrir un compte chez un broker, même s'il est FCA, vérifiez déjà. C'est important que vous connaissiez déjà les produits sur lesquels vous allez investir, les caractéristiques des produits et le fonctionnement du broker. Comme je le disais, regardez IG, qui est une maison sérieuse. Je veux dire, les mecs sont là depuis les années 70 quand même. Ils sont régulés de partout. Ce sont des gens très sérieux. Bon, voilà, ils cotent la nuit, par exemple, sur certains produits où ça ne devrait pas. Donc, c'est pas naturel de le faire. Alors, ils se servent de cotations futures, de choses comme ça, mais voilà. N'hésitez pas, faites pas l'impasse sur ces choses-là. Donc, Vanuatu, Australie, Pacifique. Les îles du Pacifique sont très en vogue aussi chez les brokers peu scrupuleux. Voilà. C'est pas parce que ces brokers sont dans ces zones-là qu'ils sont véreux, mais s'ils sont dans ces zones-là, vous avez un devoir de vérification accru parce que tous les brokers qui sont véreux sont dans ces zones-là. Il y a très peu, il y a même pas à ma connaissance de brokers véreux FCA, par exemple. D'accord ? Donc, voilà, de toute façon, c'est comme, en fait, pensez un peu à un compte bancaire. Quand vous ouvrez un compte chez une banque, c'est marrant ça. La plupart des gens, quand ils ouvrent un compte chez une banque, ils s'informent, ils regardent, ils prennent leur temps, etc. Par contre, pour les comptes de trading, j'ai l'impression que les gens font beaucoup plus l'impasse sur la vérification. Ça change, les mentalités changent. Oui, ça change. Il y a un côté épargne, les produits chez son capital, il y a un côté un petit peu gambling, pari. Et du coup, peut-être que c'est vrai. Voilà.
Mais donc, il y a Roger qui nous dit qu'il est chez vous et qu'il est 100% satisfait, donc c'est cool. Répond toujours à toutes nos questions avec justesse et très fiable. DMT, est-ce que vous avez votre propre broker? On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Est-ce que FXM est sérieux? Bon, on va peut-être pas parler des concurrents, c'est pas le but, mais j'imagine que FXM est bien régulé aussi. Je n'utilise pas moi FXM. Je sais pas si Vincent a tradé avec FXM ou... Non, jamais. Je sais que Pascal, à un moment donné, il a fait des conférences chez eux, je pense. Il y a un petit moment, mais après, bon, je sais pas, j'ai jamais eu un compte chez eux. Chez Vous FXM? m'entendez ou pas? Ouais. Ouais. Ça a bugué de mon côté. Je parlais des FXM. Bon, le but, c'est peut-être pas de donner trop de détails sur les concurrents. Puis de toute façon, on n'est pas là pour parler d'eux. Mais j'imagine que FXM est bien régulé. Je ne traite pas avec. Ouais, après, petite question aussi, tu parlais de régulation, de différentes régulations. Où c'est qu'on peut voir si un broker est régulé, en fait, à une régulation, telle ou telle régulation, en fait? Parce que moi, je m'étais fait avoir une fois sur un broker tout à mes débuts qui était soi-disant AMF, en fait, qui n'était pas. Ah. Comment on peut être sûr, en fait, de la régulation d'un broker si jamais on veut vérifier? Les régulations sont affichées dans les mentions légales du site du broker, évidemment. Maintenant, dans le cas de figure où le broker est extrêmement véreux et il ment clairement sur son agrément, vous pouvez aller le vérifier sur le site du régulateur. Parce qu'ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés. Donc, je pourrais partager un lien en commentaire de la vidéo pour la FCA, pour la MF si besoin, avec grand plaisir. Okay, ça, ce sont des informations qui sont vérifiées. Ah oui, puis il y a une autre chose qui est en lien avec cette question-là, c'est qu'il est formellement interdit dans toutes les régulations sérieuses, type AMF, SMA et FCA, d'utiliser la régulation comme un argument marketing. D'accord? Alors là, je dis ça alors que je viens de passer, je sais pas, peut-être une heure à parler de la régulation, dire que c'est bien d'avoir des brokers FCA, etc. Mais un broker qui, sur son site web, dit « Nous sommes FCA, venez chez nous parce que nous sommes FCA », ça, il n'a pas le droit de le faire. Donc, vous savez déjà qu'il est hors régulation s'il le fait. D'accord? Il doit l'afficher sur les mentions légales ou tout en bas des pages du site, généralement. Et puis, c'est une information que vous pouvez retrouver sur le site du régulateur directement parce qu'ils sont enregistrés comme entreprise d'investissement, broker, etc. À l'instar des banques, d'ailleurs. Mais ça ne doit pas être utilisé comme un outil marketing. Voilà. Ça, je ne savais pas. Merci. Ok. On a une question de Mickaël sur YouTube. Bonjour, pourquoi est-ce que les CFD sont encore autorisés? Bon, tu as brièvement répondu tout à l'heure, mais peut-être revenir rapidement pour répondre à Mickaël là-dessus. Pourquoi les CFD sont toujours autorisés? En fait, pourquoi ils ne le seraient pas, en fait, hein, je veux dire, des États-Unis, donc les États-Unis c'est interdit, pourquoi c'est toujours autorisé en Europe? Et donc tu rappelais le fait d'avoir des comptes à risque limité, certains avantages, et qu'aujourd'hui les courtiers régulés ne font pas leur cotation comme ça a pu être le cas avant dans tous les sens. Et aussi on a une autre question, en fait pourquoi choisir du CFD versus du futur? C'est toujours une question qui revient, tu en as brièvement même parlé tout à l'heure, mais il y en a qui sont arrivés en cours, donc peut-être rappeler. Alors, premièrement, pour les États-Unis, je suis pas un expert, je vais répondre quand même, mais je suis pas un expert en plus de cette question-là, parce que les États-Unis, c'est une zone par définition dans laquelle je travaille pas, j'ai pas on est vraiment pas régulé là-bas. C'est un autre monde. Je vais pas aller jusqu'à dire que le régulateur américain n'est pas un bon régulateur, parce que ça serait faux. Ça reste quand même un régulateur de premier plan, mais il a quand même moins dans son ADN la protection des particuliers que les régulateurs européens. De toute façon, même sans parler des marchés financiers, ça a toujours été le cas, hein. En Union européenne, on a des lois, des choses. Les marchés sont pas que pour les marchés financiers, sont beaucoup plus difficiles à pénétrer pour les entreprises américaines que l'inverse, que les entreprises européennes pour les marchés américains, puisqu'on a beaucoup plus de normes, de lois à respecter. C'est vrai dans l'alimentation, c'est vrai dans les produits de grande consommation, etc. Je sais pas, moi, par exemple, des écouteurs, un produit aussi simple que les écouteurs, les décibels, les maximums de décibels autorisés en Europe sont bien inférieurs aux normes américaines. Ce qui fait que les distributeurs américains doivent s'ajuster justement aux normes européennes. Là aussi, j'ai fait une petite digression, mais c'est pour vous dire que
En Europe, il y a beaucoup plus, enfin chez les régulateurs européens, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus dans l'ADN, protéger le consommateur particulier. Et puis deuxièmement, aux États-Unis, ils traitent pas de la même façon que nous. Les options règnent en maître là-bas. Ils font que des options. Voilà, c'est le royaume des options. Alors que les options, c'est marrant, c'est pas un produit extrêmement populaire chez nous en Europe. On parle beaucoup plus de futurs, de CFD, de choses comme ça. Aux États-Unis, alors maintenant, pourquoi on pourrait se demander pourquoi ils autorisent pas les options et les CFD conjointement. Je sais pas, est-ce que c'est une histoire de lobby des brokers américains qui veulent pas que les brokers européens viennent chez eux? J'en sais rien. Là, vraiment, je balance des hypothèses. Je sais par exemple que il n'est pas possible pour un trader particulier aux États-Unis, ce que je disais au tout début, de faire plus de tant de trades par semaine. Si vous êtes, alors je me rappelle plus le terme exactement, je crois que c'est carry trader, un truc comme ça. C'est du carry trading, je crois, quelque chose comme ça. Si vous faites plus de 3 ou 5 trades dans la semaine aux États-Unis, il vous faut une régulation, même en tant que particulier. Donc, vous voyez, voilà, tout fonctionne avec les options. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Le Japon aussi, la question se pose, puisque le Japon, c'est un pays c'est un pays d'investissement. Moi, pour y être allé, là-bas, il y a une culture d'investissement même supérieure à ce qu'on a nous en France. Là-bas, même la mère au foyer de 45-50 piges, elle a son compte de trading. C'est vraiment. Oui, les Américains, c'est pareil. En Europe, c'est complètement. Ouais. Voilà. Il y a une culture vraiment. Alors nous en France, on est un pays de l'investissement, ça boursicote, c'est vraiment, on est un pays de l'investissement, on est un pays de l'analyse technique, mais quand même, au Japon, aux États-Unis, c'est des microcosmes différents, c'est des dimensions différentes. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, vous n'avez quasiment pas de broker américain en Europe. Hein. Vous avez quoi? Vous avez Interactive Broker. Oui. Charles Schwab, à la limite, un petit peu pour les professionnels, et même Interactive Broker, c'est des dépôts minimum de 10 000, hein, ça ne s'adresse pas au tout venant. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question subsidiaire, pourquoi les futurs et pas les CFD sur futurs, ou l'inverse plutôt. Tout simplement parce que les futurs, c'est des frais immenses par rapport aux CFD sur futurs. Allez trader les vrais futurs chez Interactive Broker, vous allez voir. Hein. C'est une autre, c'est moins flexible, c'est plus onéreux. Alors Vincent qui est sur contrat futur nous le rappelle, maintenant qu'il n'y a pas de CFD aux États-Unis, ils sont quand même en train de créer des micros et des nano-lots, c'est ça, Vincent? Ouais, il y a des mini-lots, des micro-lots. Ouais. Mais bon, ouais, après, de toute façon, les marchés, après, si tu fais pas de micro ou de mini, ça va être compliqué pour tout les particuliers. Hein. Ouais. Mais moi, je sais que en Europe, je le vois depuis des années quand même, le CFD a mauvaise réputation, pas que à cause des mauvais brokers, mais j'ai remarqué. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, évidemment, mais on parle sans langue de bois avec les amis de DM Trading. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, pas que du régulateur, mais il y a une volonté de tuer le CFD. Je sens que c'est des gros groupes bancaires qui, avec l'émergence du CFD, ont vu toute une partie de leur marché leur échapper. C'est-à-dire que ça, c'est des gens, rendez-vous compte, qui, avant de passer par des brokers CFD, passaient par des banques, par des comptes titres. Et là, tous ces gens-là passent par des brokers CFD maintenant. J'ai l'impression que les grands groupes bancaires veulent récupérer cette clientèle-là et il y a une espèce de lobby bancaire envers les brokers CFD pour justement limiter. Donc, il y a des mauvais articles dans la presse, je pense qu'il y a des pressions qui sont faites par les régulateurs pour limiter l'accès au CFD, etc. Alors que ces mêmes groupes bancaires proposent des produits qui sont aussi, j'allais dire, dangereux. Enfin, je veux dire, les turbos, les varans, c'est pareil, quoi. Il y a des effets de levier incroyables. Donc, je sais pas. Là, vraiment, ça n'engage que moi. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu le sentiment que je vois là au cours de ces dernières années. Ça m'étonnerait que ce soit que le régulateur qui avance dans ce sens. J'ai l'impression, et c'est normal aussi, hein, les grands groupes bancaires voient ces parts de marché leur échapper. Voilà, ils essaient de récupérer ça pour eux. Ça peut se comprendre aussi. Oui, les banques perdent des parts de marché. Hein. Sur les frais de courtage, elles sont à la ramasse en général. Il y a plein de courtiers qui arrivent avec des frais vraiment intéressants et puis qui sont régulés. Et c'est sûr qu'ils ont perdu énormément de parts de marché avec l'arrivée des CFD. Et puis après, effectivement, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les mauvaises images qu'on a sur la manipulation du prix, qu'on a pu voir
il y a de ça 10 ans peut-être. Donc Évidemment. ça c'est toujours ancré. On l'a bien vu avec Ulysse dans les commentaires. C'est toujours bien de discuter autour de ça. Effectivement, ça doit encore exister si on va sur des courtiers qui sont pas sérieux. Et voilà. Donc Ali qui dit pour le Moyen-Orient, est-ce que tu aurais un broker à conseiller? Moyen-Orient, donc j'imagine ça serait quoi? Dubaï, Arabie Saoudite. Ça peut être facile d'avoir un courtier là-bas. Je sais pas. Non, honnêtement. Moyen-Orient, Madagascar. Bah, Madagascar, nous, on est présent à Madagascar. Enfin, on n'a pas des bureaux, mais. Ah, j'entends une sonnerie par contre. Et avec l'arrivée de la J'ai un petit problème. Ouais, Alain, je crois, il avait posé Madagascar. Bon, du coup, Alain, si tu veux ouvrir un compte chez Active Trade, tu peux. Il faut juste que tu réfléchisses sur quel produit tu veux travailler. Parce que si tu. Ouais, vous faites les actions ou pas? Oui, absolument. On fait CFD sur action, CFD sur indice, matières premières, obligations. On est de partout. On est de partout. Et à Madagascar, nous, on a des clients. À Madagascar, on fonctionne parfaitement. Par contre, pour la question du broker, comment dirais-je, au Moyen-Orient, j'ai pas de nom là qui me viennent en tête tout de suite. Néanmoins, je vais y penser, je vais me renseigner et je le mettrai en commentaire de la vidéo. Ouais, c'est gentil. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être qu'on finisse avec des questions? Ça fait déjà quoi, 1h20 qu'on est ensemble. On peut se laisser 10 minutes, un quart d'heure de réponse aux questions, si ça vous va, Vincent et Pierre. Ouais. Moi, j'ai une petite question déjà. J'ai pas regardé trop le site d'Active Trade. Quel produit, même si tu nous as dit là précédemment, tu faisais des actions et tout ça, quel produit vous proposez chez Active Trade? Ça pourrait intéresser pas mal de monde, je pense. Ouais. Et quelle plateforme aussi vous avez chez Active Trade Alors, Forex, on a une soixantaine de paires Forex. Évidemment, Forex, actions. Actions, on a un book de plus de 1000 actions, mais pas que les actions en plus j'allais dire européennes ou américaines. On a aussi via les ADR accès à des actions beaucoup plus exotiques, je sais pas moi, chiliennes, sud-africaines, argentines, etc. Voilà. Les obligations, d'accord, les marchés obligataires. Alors là, on n'a pas une offre super étendue sur les obligations. De toute façon, les marchés obligataires sont quand même des marchés essentiellement composés de traders professionnels. C'est quelque chose qui est ultra méconnu dans la sphère particulière, ce qui est dommage parce que la classe d'actifs des obligations est centrale à toutes les autres. Les gens se rendent pas compte, enfin les particuliers se rendent pas compte. Donc on propose les taux allemands et les taux américains essentiellement. Après, on a les matières premières qui sont divisées, comme vous le savez, en plusieurs catégories. L'énergie, les matières premières agricoles, donc céréales, sucre, café, etc. Gaz, pétrole, etc. Enfin voilà, jus d'orange, voilà, parmi les plus traités. Et puis les indices, évidemment, donc les indices qui sont en cash, en spot donc, et en futur. Vous avez les deux versions. Donc, on est vraiment présent sur l'ensemble du coup des classes d'actifs. Les crypto-monnaies, j'en parle maintenant parce que je sens qu'on va me poser la question. On ne les propose pas à nos clients européens, on ne les propose qu'à nos clients hors Europe. Voilà, c'est pour des besoins de régulation. Voilà, on peut les proposer qu'à des clientèles professionnelles pour les clients européens, mais sinon c'est quelque chose qui nous est interdit de proposer justement aux particuliers en Europe. Voilà. Et pareil, on en propose une cinquantaine à peu près, un petit peu moins, une quarantaine. Voilà. Ok. Donc Ulysse, t'as ta réponse. Forex oui, crypto non, sauf professionnel. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Peut-on ouvrir un compte ou des comptes multidevises chez Active Trade? Je suis en train de lire. Non. Enfin, est-ce que vous pouvez avoir plusieurs devises sur un même compte? Non, c'est pas possible. Le compte doit être dans une devise. Par contre, il vous est totalement possible d'ouvrir un compte en euros, un autre compte en dollars, un autre compte en francs suisses. Voilà. Et puis, vous pouvez faire même des transferts internes. Généralement, on prend les frais de conversion à notre charge pour les traders actifs. Okay. Et il n'y a pas de frais de conversion. En fait, vous êtes exécuté au taux du marché sans frais supplémentaires. Donc, admettons parce que des fois, il y a des frais, et c'est ce que je dis aux clients, quand on traite des actions américaines. Alors là, c'est au comptant, je parle de compte titre, mais il faut souvent changer nos euros en dollars, sinon les frais sont assez ahurissants. Et donc, on a des sortes d'intercomptes
dans notre plateforme qui nous permettent de créer un compte en euros, créer un compte en dollars. Donc toi, ce que tu recommandes, c'est avoir un compte en euros ou un compte en dollars, mais peu importe, quoi qu'il arrive, vous avez pas de frais, on n'a pas de frais supplémentaires Voilà. sur... Alors, par contre, petite question, parce que ça, c'est aussi petite précision, c'est quelque chose qui revient souvent. N'oubliez pas que lorsque vous faites un virement dans une devise différente, c'est toujours l'établissement émetteur qui s'occupe de la conversion. Si votre compte il est en dollars chez nous et que vous envoyez des euros, bah, c'est votre banque qui va s'occuper de la conversion. Et votre banque, nous, on ne contrôle pas les frais qu'elle va vous facturer, si vous voulez. Ça ne se fait pas chez nous. C'est pour ça que si vous avez des dollars à envoyer, ouvrez un compte en dollars chez nous, comme ça vous n'avez pas de frais de conversion, si vous voulez. Oui, donc Voilà. comme il n'y a pas de frais, il n'y a pas forcément d'intérêt d'ouvrir des comptes sur plusieurs devises. Exactement. Ouais, sauf si on a vraiment une vision sur une devise particulière sur le long terme, qu'on souhaite travailler avec. Ok. Donc Alain, tu as ta réponse. Un broker de crypto qui est bien du coup. Bon, je sais pas si tu as des brokers. Non, j'en connais pas. Je connais des exchanges, mais ça reste encore un peu opaque pour moi. Les brokers spécialisés crypto. Ouais, souvent c'est les exchanges, effectivement. Ouais, c'est les places de marché directement. Ouais. Vincent, peut-être des questions, je sais pas. Après, j'avais vu passer, je sais plus où c'est, le dépôt minimum chez Active Trade. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ok. Non, non, il n'y en a pas. Il y en avait un, avant c'était 500, mais on l'a supprimé. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent, les dépôts minimums, etc. Évidemment, c'est important. Et voilà, je crois. Est-ce qu'il y a des questions sur YouTube? N'hésitez pas. Donc ouais, non, bah, on a couvert tout un tas de choses. Ah, quelle plateforme de trading? C'est important. Ouais. Alors, évidemment, on propose, comme la plupart des brokers, CFD, MetaTrader 4, MetaTrader 5, plébiscité notamment par les traders algorithmiques, surtout MetaTrader 4. Et on a également notre propre plateforme, donc propriétaire, hein, Active Trader, qui est une version web-based. Donc vraiment, il n'y a pas de logiciel à télécharger, de choses comme ça. Tout se fait depuis votre espace personnel. C'est une plateforme qui est quand même super ergonomique, moi je trouve, qui s'adapte aux débutants comme aux traders plus avancés, plus aguerris. Voilà, il y a pas mal d'outils assez sympas. Et ça, c'est notre produit à nous. Voilà. Donc là aussi, je mettrai des liens de redirection si vous voulez en savoir plus là-dessus. Je me ferai un plaisir de vous donner les infos. Est-ce que vous pouvez connecter un compte ActiveTrade chez TradingView pour Realtime ou pas du tout? Oui, tout à fait. Merci. J'avais complètement oublié d'en parler. Il est possible depuis cette année, en fait. C'est quelque chose d'assez nouveau. Si vous avez un compte ActiveTrader chez ActiveTrades, il vous est possible de trader directement depuis le site TradingView. Et vous avez accès à l'équivalent de ce que peut vous proposer un compte premium avec les indicateurs, etc. Enfin, tous les outils qu'on connaît de chez TradingView. Donc, effectivement, c'est possible de relier votre compte ActiveTrader à TradingView. Et pour Realtime, j'imagine que c'est pas possible. Pas pour l'instant. Non, okay. Non, c'est pas dit que ça se fasse pas dans le futur, mais pour l'instant c'est pas encore faisable. Ouais. Okay. Bon, après TradingView, de plus en plus, ça devient une plateforme ultra complète. Ouais, c'est vrai. Et franchement, ils ont beaucoup évolué. Moi, j'ai un compte TradingView depuis quasiment le début de TradingView et c'est impressionnant. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. C'est très ergonomique, ça marche bien. Non, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très très bien. Et puis il y a la version web, il y a la version application PC, il y a la version application mobile. C'est vraiment très bien fait. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on aura terminé. Ça fait quoi? Ça fait 1h30. Je pense qu'on a fait. Oh, on a balayé pas mal de sujets. Ouais, je pense que c'était très intéressant. Hein. J'ai appris pas mal de choses. Hein. Je suis content. Et tu pourras éventuellement revenir si on a des questions. Avec grand plaisir. J'imagine que plein de gens se posent des questions et c'est vraiment quelque chose que nous on traite en surface parce qu'on n'est pas courtier, on n'est pas broker. Évidemment, on parle de certains courtiers qui nous semblent sérieux, mais dans la construction, dans le fonctionnement, dans la sécurité, on n'est pas apte à comprendre et savoir ce qui se passe en interne chez chaque courtier. Donc, toujours intéressant d'en discuter. Bah, c'est un plaisir, oui, et puis c'est normal. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille vraiment chez un broker pour éclairer les gens sur ces notions-là. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir.
Donc, je reviendrai avec un grand plaisir. Encore une fois. Alors, il y a quelques questions, puis on va finir par ça. Ulysse, scalping ou long terme, bah, tu peux faire ce que tu veux, hein, tout dépend de ton approche à Ouais. toi. Le courtier D'accord. propose des CFD, des Aucune produits restriction. financiers, donc Voilà. c'est toi qui décides. Quel document à fournir lors d'une ouverture de compte? Alors, généralement, c'est le formulaire d'inscription qui se remplit en ligne, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, de moins de 3 mois. Et après, j'imagine qu'il y a des questions sur l'expérience un petit peu du... Oui, oui, bah ça c'est dans le formulaire d'inscription. Ouais, Hein. ok. On demande l'expérience, on demande aussi, on vérifie la solvabilité. Vous voyez, ça par exemple, c'est des choses, on peut pas, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui touche des allocations chômage et qui veut mettre ça dans son compte de trading, on n'a pas le droit de l'accepter par exemple. Voilà. Donc effectivement, il y a un check qui est fait au niveau de la solvabilité, la situation financière, l'expérience, les connaissances, etc. Parfait. Ouais, c'est bien ça. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Toutes les questions ont été répondues. Euh, Super. c'est bon. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à vous pour ce temps l'invitation. accordé. Je suis très content. Ça m'a fait Ouais, super merci, plaisir. c'était vraiment sympa. À refaire. Hein. Voilà, avec grand plaisir, on organisera ça, ouais, sans souci. Parfait. Bon ben, Super. merci à tous. Merci à Pierre d'être venu pour nous parler un petit peu de tout ça. Et puis on se dit à une prochaine éventuellement pour parler d'autres sujets sur les courtiers. Merci Pierre. Voilà, merci à vous deux, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. À plus tard. Allez, merci. Salut à tous. Salut.